Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Prologue. La soirée a été décevante, insipide, sans âme, en deçà de toute attente. L'ordre du jour de la loge semblait pourtant équilibré, un bandeau, du symbolisme et une réflexion sur un problème de société. Résultat, j'ai entendu des panégyriques en cascade 2 heures durant sur le thème du « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». Des réponses creuses du profane, un copier-coller sur le pavé mosaïque et du yaka faucon sur les migrants, sans que rien ne sorte en retour. Un peu d'échange style café du commerce mais aucune action envisagée. Plongés dans une paisible somnolence, les frères et les sœurs semblaient englués dans un consensus mou, révélateur d'un groupe qui n'a plus rien à se dire et écoute, passif, des travaux inintéressants où plus rien ne se passe, excepté la réunion qui nous traîne péniblement jusqu'à minuit, je veux dire 22h, 22h30, heure à laquelle il est encore raisonnable de dîner entre maçons décérébrés par la routine. Je me suis tue toute la tenue et cela m'agace, me déçoit, me culpabilise, qui ne dit mot consent. C'est ce manque de réaction en loge qui m'ennuie énormément parce que je ne me reconnais plus. Je suis le témoin, ou pire le complice, d'un assoupissement des esprits qui s'accentue avec les années. Ça bouscule mes convictions et soulève des questions, source d'un véritable dilemme. Camper sur ma réserve ou intervenir ? Me taire ou parler ? La fermer comme un vieux débris qui se fiche de tout, sauf du menu des agapes ? Ou bien intervenir sur le registre éculé du « tout fout le camp c'était mieux avant », quitte à passer pour un vieux con ? En 3 décennies, j'ai croisé des gens formidables en France maçonnique. Je les ai appréciés jusqu'au point d'envier leur savoir, surtout la maîtrise avec laquelle ils le transmettent, empreinte de chaleur et de sang-froid qui me font partiellement défaut. J'en ai fréquenté d'autres, moins amènes, flattés d'avoir été initiés comme on est point par la grâce divine. Ceux-là n'ont rien compris à la voie symbolique. Ils caricaturent la franc-maçonnerie par leur suffisance et leur bêtise, inconscients que la connerie n'a pas sa place dans le temps. Mais plus graves sont les positions extrêmes de quelques-uns, de plus en plus nombreux, obnubilés par une hypothétique reconquête de l'Occident par l'islam, jurant entendre dans les campagnes, mugir de féroces musulmans, qui, si l'on y prend garde, convertiraient bientôt les églises en mosquées à l'instar de la basilique Sainte-Sophie. Poursuivant leur délire, il serait à leurs yeux tout à fait acceptable de rejeter des Français de 2e et 3e génération au sud de la Canebière, là où la mer engouffre les naufragés désespérés. Quant à l'accueil des demandeurs d'asile basanés, la bien-pensance ne l'envisage même pas. Combien d'hommes et de femmes décorés des insignes maçonniques en sont-ils arrivés à de telles extrémités ? Le surf est un sport innocent quand il ne se pratique pas sur des sites de propagande identitaire, la nouvelle vague brune européenne, où des statistiques à charge balayent en 2-3 clics les sentiments d'humanité. Ces intellectuels aux gants blancs, aux mains sales potentielles, emploient le même vocabulaire que celui des humanistes, mais en détournant le sens et l'objet contre les Arabes. C'est en cela qu'ils sont dangereux hors du temple en embrouillant les plus avertis tout en embrigadant les moins éduqués. Dans la loge, le dialogue en zone trouble devient impossible avec eux car essayer de les convaincre est perdu d'avance. La seule façon de leur résister consiste à brandir le pacte républicain dont le Grand Orient de France est un pilier historique. Je m'identifie à d'autres frères et sœurs qui forment la majorité des effectifs. Ils sont ni bons ni mauvais, mais tentent de se démarquer du conformisme ambiant. Philosophes utopistes, athées rationalistes, croyants progressistes, réunis avec le même désir de partager leur parcelle de savoir, ils se sont engagés sur un parcours intellectuel peu commun qui peut se comparer à l'épreuve du marathon où les défaillances comme les seconds souffles sont monnaie courante. Chacun sait que le mental est une variable d'ajustement de tout engagement jusqu'à la ligne d'arrivée, qu'il soit sportif ou maçonnique. Mais, à l'inverse des coureurs de fond pour qui le but est de recommencer une fois la ligne franchie, celle-ci représente pour les maçons le bout du chemin, l'extinction des feux, l'extrémité de la vie, la fin. Or, je n'ai jamais vu de différence entre un maçon et un profane qui s'apprête à passer de l'autre côté du miroir. Frustration identique, mêmes angoisses. La mémoire de l'initiation symbolique s'estomperait-elle à mesure que se rapprochent inexorablement les mystères de la mort ? Quant aux rituels, sont-ils un amas de phrases creuses destinées à de grands enfants qui cherchent ensemble à se faire peur ou à se rassurer ? Ou bien une base philosophique sur laquelle des adultes peuvent sérieusement se construire ? Ce sont de vraies questions, et la tenue de ce soir ne me sera d'aucun secours pour trancher.
Si je reconnais à la franc-maçonnerie une action bénéfique sur la société, j'ai peur qu'elle ait failli sur sa dimension initiatique. À 60 ans passés, mes attentes ont évolué avec l'âge. À l'ère de la mondialisation et du tout numérique, l'universalisme judéo-chrétien prôné par la maçonnerie n'est qu'un leurre dont le continent asiatique, par exemple, n'a que faire. Plus de 60% d'habitants de la planète y vivent avec des modes de pensée différents des nôtres. Plus globalement, un fossé intellectuel se creuse entre les déclarations universelles des siècles derniers et l'état d'esprit individualiste des populations de ce début de XXIe siècle. Les partis politiques traditionnels sont à la dérive, en manque de propositions nouvelles, entraînant dans leur sillage les hommes et les institutions, les maçons paralysés par les enjeux et les obédiences ralenties par un mode de fonctionnement inadapté à notre époque. À l'image des sociétés occidentales sujettes à la schizophrénie, est-ce moi ou la franc-maçonnerie, ou bien nous deux à bout de souffle qui délirons? Ma confiance aveugle dans la méthode maçonnique s'est atténuée avec le temps. Je ne la considère plus aujourd'hui comme étant l'alpha et l'oméga de mon engagement humaniste. La faute incombe aux maçons des années post-2000, plus suiveurs que meneurs, plus copistes qu'inventeurs, qui fraternisent avant même de s'opposer à des travaux de loge trop souvent lénifiants donc inutiles. C'est le constat objectif d'une réalité partielle. Les humanistes spéculent, les humanitaires agissent, et les deux sont essentiels. La franc-maçonnerie dite universelle a-t-elle la volonté, et le potentiel, d'agir en ONG internationale tout en conservant sa spécificité initiatique? De quelle manière le Grand Orient de France et d'autres obédiences, toutes respectables face à l'histoire, pourraient-ils y répondre positivement alors qu'elles sont minoritaires dans ce maelstrom initiatique international? Pour avoir rencontré plusieurs de leurs représentants, je sais que nombre d'associations maçonniques dans le monde sont à bien des égards folkloriques, anecdotiques, peu démocratiques ou discriminantes. Malgré tous les obstacles qui se dressent devant elles, je rêve d'une maçonnerie unie. Je rêve qu'un jour lointain l'alliance de toutes les maçonneries du monde aide l'humanité à progresser et les plus démunis à s'en sortir. J'imagine une organisation mondiale à la tête de laquelle Thomas More, Martin Luther King et John Lennon endossent à tour de rôle les habits de grands architectes de l'univers. Un univers kaléidoscopique d'ombre et de lumière en rotation vers l'infini. Retour d'utopie. Je vois pour le moment un club de gentlemen remplacer à moyen terme ma maçonnerie, et ce n'est pas la tenue de ce soir qui me contredira. Si l'initié des années 1980 a perdu une part de sa détermination, les années 2020 seront décisives pour savoir si je reste ou je pars. Les maçons se laisseront-ils submerger, sans réagir, par la sauvagerie des mots qui circulent sur les réseaux sociaux? Ce serait un contresens historique de penser qu'il leur suffit de s'indigner dans le temple pour calmer leur conscience. Une falsification de leur identité. Auront-ils le courage de sortir des temples pour s'élever contre la violence et la haine de la rue? Ou bien resteront-ils passifs, je veux dire complices? Quand les groupes d'extrême droite manifestent devant les lieux d'hébergement de demandeurs d'asile, où se trouvent les maçons? Que se disent-ils dans les loges, sinon philosopher sur la dignité humaine? Il est temps de ranger mon kaléidoscope dans le tiroir pour regarder en face les heures sombres qui s'annoncent, sans me mentir sur les suites de mon adhésion. En maçonnerie, est-il plus important de réussir son entrée ou sa sortie? Et ce n'est pas la tenue de ce soir. Chapitre 1 Les temps profanes. La neige, les flocons de neige, car ils sont tous différents, égaux et dissemblables, étrangement singuliers. J'ai découvert Spinoza à 11 ans. À l'âge où ranger sa chambre relève du devoir d'obéissance aux parents. La lettre de convocation d'entrée en 6e précisait que je devais me présenter lundi 14 septembre à 10h au 1 rue Spinoza, le nom de la rue et le numéro de la porte d'entrée du lycée Voltaire, réservé aux 6e et 5e, à droite du porche principal situé au 101 avenue de la République à Paris dans le 11e arrondissement. Si les noms de Voltaire ou de République m'évoquaient quelque chose, celui de Spinoza m'obligea à ouvrir le Larousse, philosophe hollandais du XVIIe siècle. Un homme précurseur des Lumières et de nos démocraties modernes, écrit sur lui Frédéric Lenoir dans Le Miracle Spinoza, un demi-siècle après ma rencontre avec le philosophe. Voltaire République Spinoza,
belle entrée en matière pour un gamin plus attiré par le carré blanc du film du dimanche soir que par le devenir de l'humanité. Paris. La chambre d'un adolescent est la représentation physique du foisonnement des idées qui animent son occupant, et le miroir des rêves qui le bercent. C'est un bastion imprenable pour qui souhaiterait s'y introduire, même avec un cheval de Troie. Allongé sur le ventre, les jambes repliées perpendiculairement à la moquette, je parcourais le monde avec les deux Vernès, Jules Verne et les romans d'espionnage d'Henri Verne, m'identifiant tantôt aux héros des voyages extraordinaires, tantôt à Bob Moran, mais jamais à l'Ombre jaune ni à Yvan Ogareff. L'atlas géographique plein de promesses de voyage, l'encyclopédie des civilisations disparues ou le dictionnaire où s'alignent comme à la parade les drapeaux des pays du monde, laissaient croire que rien ne pouvait m'arriver sur Terre et dans ma chambre a fortiori. Je pensais que tous les gars du monde se donnaient sincèrement la main en dépit du mur de Berlin érigé en une nuit en pleine guerre froide. Punaisés au mur, les posters psychédéliques de John, Paul, George, Ringo ou celui du Che photographié par Alberto Corda, attestaient de mes préférences artistiques et politiques. L'actualité m'importait peu comme je me jetais chaque semaine sur le journal de Mickey et le journal de Tintin, ou quand je dévorais un club des 5 de la Bibliothèque Rose, plats principaux au menu de mes premières années de lecture après avoir joué, en amuse-bouche, au château fort et aux petits soldats. À 9 ans, on est loin de se soucier des affaires des grands, encore moins de les comprendre. J'avais bien senti mes parents préoccupés auparavant par ce qu'on nommait alors, hypocritement les événements d'Algérie, et leurs répercussions en métropole. Je revois mon père un dimanche soir, le transistor collé à l'oreille, capter la moindre information sur le putsch fomenté par un carteron de généraux en retraite, et craindre l'opération aéroportée annoncée dans la nuit contre la République. Les mois suivants, je savais distinguer parmi les bruits de la ville l'explosion d'une grenade dans une poubelle de cour d'immeuble déposée par l'organisation de l'armée secrète. Quand vint le jour de la manifestation contre l'OAS, le 8 février 1962, organisée par les partis politiques et les syndicats de gauche, dont un des 5 cortèges partait de Filles du Calvaire pour converger vers Bastille avec les autres défilés. C'était un jeudi comme les autres pour l'élève de CE2 à l'école communale Bretonneau du 20e arrondissement. Un jour de repos où ma mère Evelyne, mon frère Jean-Christian et moi, nous allions déjeuner comme d'habitude chez les grands-parents Simon et René, écouter pendant la digestion de la musique classique, Simon était un mélomane averti, et suivre après le goûter les aventures de Rin Tintin et de Rusty sur la télé en noir et blanc. Ce jour fut différent des autres malheureusement. Mes grands-parents occupaient l'appartement d'un immeuble haussmannien plus proche de la place de la Bastille que du cirque d'hiver. Parfois mon frère et moi, nous nous placions au balcon pour jouer au Citroën et au Renault, chacun tirant au sort sa marque, les comptabilisant une à leur passage en profitant des feux rouges ou des embouteillages. En milieu d'après-midi, le brouhaha de la rue changea brusquement car un défilé progressait jusqu'à nous. L'enfilade à perte de vue des façades amplifiait les vociférations, les sifflets, les claquements de mains des manifestants. Les conducteurs des voitures bloquées sur le boulevard klaxonnaient leur soutien au rythme de OASASSASSINS, OASASSASSINS, OASASSASSINS. Le nez collé à la fenêtre, je ne bougeais plus, impressionné par les martèlements ternaires de la foule en mouvement qui prenait toute la largeur de la voie. Comme chaque semaine, le jour des enfants permettait à de nombreux badauds de faire du lèche-vitrine. Les mamans poussaient les landaux ou veillaient sur leurs gamins à qui elles venaient d'acheter un petit pain au lait et une barre de chocolat. Un silence tout relatif mais bien réel contrastant avec les cris des milliers de manifestants qui progressaient. Des gardiens de la paix en pèlerine évoluaient à pied ou à vélo sur les trottoirs dans un esprit plutôt bon enfant. Des cars de la gendarmerie mobile et de la police d'intervention s'étaient positionnés au milieu de la chaussée, avant l'arrivée du défilé. Les CRS complétaient le tableau. Jeunes témoins candides submergés par des sentiments mêlés de curiosité et de crainte en regardant des adultes en colère, je sentais que la situation se tendait peu à peu. Soudain, des centaines de militaires et de policiers jaillirent des véhicules avec leurs fusils et se mirent en formation au garde-à-vous. Puis une avalanche de matraques et de coups de crosse tomba sans sommation sur tout ce qui bougeait avec l'intention de faire le plus de dégâts humains possible. Certains chutaient à terre, assommés ou blessés.
Les lacrymogènes rendaient l'atmosphère irrespirable. Les forces de l'ordre écartaient brutalement les poussettes qui entravaient leur progression. La débandade était générale. Toutes et tous, maman et enfants compris, tentaient de s'abriter derrière les portes cochères. Un groupe d'hommes et de femmes en grande difficulté, certains ensanglantés, montèrent au premier étage pour se réfugier chez nous, et échapper ainsi à la frénésie des militaires qui les pourchassaient. Des gendarmes sans vergogne franchirent le seuil de l'appartement pour appréhender leurs cibles par le col, tout en continuant de les taper malgré les premiers soins donnés par les secours. Il fallut toute la force de caractère de Simon et des services de santé présents pour leur faire lâcher prise et les obliger à redescendre bredouille. J'étais passé de la fenêtre donnant sur le boulevard à l'entrée du séjour pour assister aux altercations, tout en me tenant à l'écart sur ordre de mon grand-père. Evelyne et ses 2 fils partirent bien tard de chez René et Simon. Curieusement, je ne me souviens pas si la nuit suivante fut agitée ou bien calme en dépit des émotions de l'après-midi. Par contre, je sais que ma prise de conscience politique ne me quitte plus depuis ce moment précis. C'est également vrai pour mes sautes d'humeur contre l'injustice, pas l'injustice que peut ressentir un petit garçon à qui la maman refuse un achat compulsif, mais l'injustice qui bouscule l'évidence lorsque le coupable prévaut sur l'innocent quels que soient les faits. Ces événements m'avaient ouvert définitivement les yeux sur la société et son histoire chaotique, loin d'être un long fleuve tranquille. Ce fut une révélation. Mais rien à voir avec celle que j'eus l'occasion d'entendre en confession, bien plus tard et dans un contexte différent. J'écoutais alors un homme de science expliquer comment il ressentit intensément sa foi en Dieu à l'instant précis où, sortant des WC, au fond du jardin, il discerna sa présence. Le renouveau charismatique, auquel il légua la totalité de ses biens, l'accueillit à bras ouverts. En comparaison, le pari de Pascal où il suffit de se mettre à genoux et de prier pour croire, me semblait plus raisonnable. Les radios du lendemain commentèrent les incidents parisiens de la veille. Si nous allumions Radio Luxembourg pour écouter la famille Duraton et nous divertir, Europe numéro 1 était notre principale source d'information. Mes parents faisaient davantage confiance aux radios périphériques qu'à la radio d'État français, courroie du pouvoir politique. J'apprenais que la manifestation avait rassemblé des dizaines de milliers de manifestants, malgré l'interdiction. Le cortège du boulevard Voltaire avait subi une répression policière identique à celle du boulevard Beaumarchais, provoquant des bousculades, des chutes et le décès de 9 personnes venues manifester pacifiquement contre l'extrême droite, mortes écrasées dans une bouche de la station de métro Charonne. Victime d'un massacre d'État, écrira en 2006 l'historien Alain Deverpe. Un nom ressortait des commentaires. Maurice Papon, préfet de police de Paris, à l'origine de cette répression. Le même homme qui fut condamné 36 ans plus tard pour complicité de crimes contre l'humanité de 1942 à 1944. Ma perception de cette journée funeste aurait pu faire vaciller mes rêves de gosse. Il n'en fut rien bien qu'il y eût un avant et un après Charonne. À vrai dire jusque-là, je n'avais pas la moindre opinion sur les uns ou sur les autres. S'entrechoquèrent désormais des sentiments d'enfants et d'adultes. S'entremêlèrent aussi des pensées ou des expressions de préadolescents précoces, conscients du monde dans lequel il est appelé à vivre. Ce moment charnière, il y en eut d'autres, où l'on sent que la mue a commencé. J'étais devenu hostile au général de Gaulle et à son gouvernement. Je me sentais proche des mouvements internationalistes. Toutes les formes d'injustice m'indisposaient. J'écoutais les émissions politiques à la radio, où je regardais les débats télévisés, quand j'avais la chance de me trouver près d'un poste de télévision. Sans doute désirais-je ressembler à mon père en me comportant ainsi, mais cet attrait pour la chose publique était sincère depuis les faits graves qui m'avaient marqué à jamais. Leur prolongement appartenait dorénavant à l'histoire contemporaine du pays. Claude raffolait de ce genre d'émissions radio ou télé. Ancien résistant dans le mouvement national des prisonniers de guerre et déportés, MNPGD, dont le chef était François Mitterrand, il le suivra dans les années 1950 à l'Union démocratique et socialiste de la résistance, UDSR, puis abandonnera le mouvement pour des raisons fort louables, faire vivre sa famille qui s'agrandissait. Pour faire de la politique il faut beaucoup d'argent ou une fortune personnelle, disait-il, présageant les dérives du XXIe siècle et l'indécence de certains élus.
La surprise du premier tour des élections présidentielles de 1965 où Mitterrand mit en ballottage De Gaulle fut accueillie, me concernant, comme une victoire contre les responsables des répressions des années 1961 et 1962. Voter n'était encore qu'une chimère, mais l'intérêt que j'attachais à l'organisation de la cité et aux droits de l'homme se précisait avec l'âge. Chaque semaine, j'empruntais l'Express à mes parents, le News magazine français qui s'était opposé à la guerre d'Algérie puis à la guerre américaine au Vietnam. Je fus tétanisé devant la photo d'un soldat vietnamien du Sud, sourire triomphant, brandissant dans chaque main comme deux trophées la tête tranchée encore sanguinolente de deux Viet Cong, la bouche entr'ouverte, les yeux fermés. Puis, refermant l'hebdomadaire, l'adolescent candide prit sa plus belle plume, la machine à écrire du paternel, pour écrire une lettre au général sur le ton de « ça suffit », le priant d'intervenir auprès de qui de droit afin que cesse le conflit. La réponse du chef de cabinet de la présidence de la République fut polie, et les peuples ajoutèrent de nouvelles photos horribles dans l'album de la honte. Des années plus tard, malgré les accords de Paris, l'image de la guerre du Vietnam me poursuivait. À 20 ans, un job d'été au laboratoire d'anatomie du CHRU de Tours m'amena à découper pour les besoins de la recherche médicale des têtes de cadavres humains que je manipulais une fois décapités. Comparaison n'est pas raison, fort heureusement. J'appris bien plus tard que la photo qui m'avait tant choqué fut sérigraphiée par l'artiste Robert Heineken, sur une 50aine de pages d'un numéro du magazine Vogue, remis ensuite en vente dans les kiosques de Los Angeles. L'œuvre s'intitulait Periodical Croisillon 5 et fut exposée au MoMA de New York. Dans ma chambre caverne tapissée d'affiches politiques, je grandissais en m'ouvrant sur le monde. Je faisais mes devoirs au dernier moment, je jouais avec mes copains, plus rarement avec Jean-Christian, mon frère aîné de 5 ans, j'écrivais des poèmes bien sentis selon moi, j'écoutais de la musique en singeant avec gravité le chef imaginaire d'un orchestre symphonique, je lisais des romans de mon âge et tendant l'oreille derrière la porte, j'écoutais fréquemment mon père converser au téléphone avec des gens qu'il paraissait bien connaître pour les tutoyer sans gêne. Et je ne parle pas des invités, dînant chez nous. Que Claude soit franc-maçon n'était un mystère pour personne, à commencer pour sa famille nullement désorientée par son appartenance. Un entassement de bleu et de blanc, une paire de gants, une peau rectangulaire et une écharpe façon Miss France, étaient parfois posés négligemment sur le bureau au vu et au su de tous. De nombreux livres sur la franc-maçonnerie bien alignés dans la bibliothèque ne trompaient personne. À 12 ans, je pénétrais pour la première fois avec la famille dans l'hôtel Cadet, le siège du Grand Orient de France en pleine reconstruction. Mon père nous raconta que l'extension contemporaine de la demeure du prince Murat qui donnait sur la rue Cadet était en partie financée par l'Allemagne en contrepartie des crimes commis par le Troisième Reich. Sa façade aluminium s'élançait vers le ciel comme suspendue au-dessus des passants apostrophés par les marchandes de 4 saisons qui vantaient la qualité des produits, bruyantes animatrices d'un quartier contribuant au folklore parisien. Endimanchés pour la circonstance, nous nous rendions à une cérémonie un peu spéciale, la reconnaissance conjugale d'un couple marié qui souhaitait confirmer son union devant les membres et amis proches de la loge. Sur le chemin, mon père nous fit visiter le temple Arthur Groussier, l'ancienne salle de réception de l'hôtel particulier de la princesse et du prince Lucien Murat, neveu de Napoléon Ier, nous précisa-t-il, architecture du XVIIIe siècle et décor Napoléon III, au fond de laquelle trônait le bronze imposant de la Marianne de Jacques France. Arrivé dans le temple Johannis Corneloup dans lequel allait être célébrée la cérémonie, Claude nous abandonna pour s'assurer des derniers préparatifs car il lui incombait de la diriger. Je pris le temps de détailler les lieux. L'éclairage tamisé créait une ambiance chaleureuse et paisible où les boiseries, les dorures et le bleu dominaient. Les invités se posèrent sur des banquettes en bois sombre situées sur les 2 longueurs de la pièce, se faisant face comme à la Chambre des communes du Royaume-Uni. Sur une largeur, 3 marches permettaient d'accéder au bureau et au fauteuil présidentiel où prit place mon père. Devant lui, le couple vedette vers lequel nos regards se tournaient. La mariée comme le marié se tenaient droit comme un i, presque au garde-à-vous, laissant paraître leur émotion. Mais ce qui frappait davantage vu de dos, c'était leur ressemblance avec le couple à la Dubout, la grosse bonne femme et son petit bonhomme. J'eus toutes les peines du monde à étouffer un fou rire libérateur que la solennité du cérémonial m'interdisait. Debout,
Face aux amoureux collés l'un à l'autre par une seule et grande écharpe qui les ceignait, mon père brisa une baguette de verre dont le geste symbolique rappelait combien l'amour est fragile. Un funeste présage puisque 6 mois après la fête, le marié et frère de la loge du chantier des égaux Raphaël Bliard vint pleurer toutes les larmes de son corps auprès de son vénérable. Mon père, fonction oblige, proposa fraternellement au cocu de l'héberger sur le canapé du salon juste pour un jour ou deux. Le séjour de notre homme se prolongea au-delà du supportable, si bien que Claude fut contraint de le mettre à la porte afin de sauver son propre couple. Certains actes n'ont nul besoin de justification. Cet épisode me permit très jeune de démystifier l'image du franc-maçon. En remerciement de son travail à la tête de la loge, ses frères offrirent à mon père un maillet de vénérable, tête en ivoire et manche en ébène, avec les inscriptions chantier des égaux RB. À son tome CVE accent aigu N. CL. Marcovici 1965 d'un côté, une équerre et un compas de l'autre. À 13 ans, je pensais autant à ressembler à mes héros qu'à m'en détacher. Le monde m'invitait à faire des voyages que j'inventais à ma mesure. Je me calais bien au chaud dans mon lit, où je me posais sur la moquette afin que mon monde reste à portée de main et réponde à mes aspirations. La lecture et les jouets étaient mes outils favoris. Et ce maillet dédicacé qui trônait dans la vitrine bibliothèque de l'entrée de l'appartement, se révélait être une sacrée aubaine. Débordant d'imagination et selon l'inspiration, je jouais avec, soit au président de cour d'assises qui rend la justice comme au temps du roi Salomon, soit au commissaire-priseur, souvenir d'une vente aux enchères où j'avais surenchéri aux grandes dames de ma mère. Je singeais aussi le vénérable d'une loge, attribuant au marteau sa véritable fonction. J'imitais ainsi les adultes à la perfection, du moins le pensais-je. Je présidais tout ce qui pouvait se présider, frappant, cognant, martelant. Puis je remisais le maillet à sa place après nos jeux fantasques, en faisant bien attention de ne pas le rayer. Malheureusement, il ne fut pas question de rayure quand mon père s'aperçut d'une solution de continuité dans la masse de l'ivoire. Une fissure longitudinale, un dommage irréparable qui fragilisait l'ensemble de la tête. Ce soir-là, toutes les présidences avaient tourné en ma défaveur. Mai 68. L'onde de choc qui suivit le blocage de la faculté de Nanterre par le mouvement du 22 mars, atteignit mon lycée mi-avril. Voltaire fut parmi les premiers lycées parisiens à se mettre en grève. L'établissement de garçons d'enseignement secondaire regroupait des élèves socialement différents. Le fils d'un député gaulliste côtoyait le fils d'un ouvrier encarté au Parti communiste. Les deuxièmes générations d'immigrés républicains italiens ou espagnols partageaient les heures d'études avec les enfants des partisans de Tixier-Vignancourt. Chacun attachait peu d'importance à l'origine sociale, à la couleur de la peau, à l'étiquette politique, aux croyances ou à l'épaisseur du portefeuille du voisin. L'instruction publique remplissait sa mission républicaine, celle d'émanciper de futurs citoyens. Les revendications lycéennes à Voltaire s'amplifiaient de jour en jour, assemblée générale après assemblée générale, prises de parole succédant aux prises de parole, au cours desquelles un leader émergea, Romain Goupil, élève de seconde et d'un an mon aîné. Dans la cour de récréation des seconds cycles, monté sur le rebord d'une fenêtre pour être vu et muni d'un porte-voix, il haranguait chaque matin ses condisciples pour ou contre la poursuite de la grève, dénonçant pêle-mêle avec talent et passion les lycées-casernes, le gouvernement, la sélection à l'université, les interdits en tout genre ou la guerre du Vietnam. Romain avait intégré Voltaire quelques mois auparavant, après s'être fait virer de Condorcet pour indiscipline. L'adolescent chevronné malgré ses 16 ans, militant à la jeunesse communiste révolutionnaire, cofondateur du comité d'action lycéen, CAL, prit la tête du mouvement lycéen à Paris puis dans toute la France, UNCAL. Les premiers jours, l'administration du lycée tolérait sans l'approuver la contestation, mais à partir du 3 mai, journée marquée par l'intervention brutale des forces de l'ordre à la Sorbonne et par la soirée d'émeute qui s'ensuivit dans le quartier latin, le lycée bascula dans la grève générale, élèves et personnel d'éducation compris. Dans un premier temps, seuls les lycéens du second cycle, les grands de 16 ans et plus, étaient admis dans le tourbillon protestataire. Les petits des classes de 3e, dont je faisais partie, étaient exclus car jugés trop jeunes. Pourtant, en début d'année, les professeurs nous avaient rassemblés au cinéma du lycée, malgré notre âge, pour nous confronter aux images hypnotiques et aux commentaires de Nuit et brouillard d'Alain Resnais.
Insoutenable. Ignominieux. Effroyable projection d'un faisceau de lumière noire sur l'écran maculé de notre histoire récente, qui, sous la forme d'un avertissement, fit prendre conscience à chacun de sa responsabilité. J'opposai cet argument à Romain, au CAL et à la direction du lycée, ce qui permit au troisième de rejoindre le mouvement. Ce mois de mai fut le plus intense de mes années d'études. Tous les jours, j'étais présent au bahut 12 heures d'affilée, soit pour refaire le monde avec les camarades dans la cour principale, soit pour échanger en commission sur un enseignement rêvé qui remplacerait celui de grand-papa, soit pour participer aux réunions très informelles où sans jeune Houellebecq malmenait la société dans des salles enfumées, brisant les anciens codes sous des volutes de cigarettes. L'emploi du temps se poursuivait par l'apprentissage de rudiments de close combat en prévision d'une attaque d'Occident, ce qui se produisit un matin quand les fascistes, masqués par des foulards et porteurs de battes de baseball, encerclèrent l'enceinte de ce lycée gauchiste, selon eux, pour bloquer toutes les issues. Mais le point d'orgue de la journée consistait à manifester dans la rue avec les occupants des établissements les plus proches. Ainsi, nous défilions dans le Triangle d'Or, boulevard de Ménilmontant, avenue Gambetta, avenue de la République, à proximité du cimetière du Père-Lachaise et du lycée. Les passants sur la chaussée, les riverains de leurs balcons, les conducteurs et passagers dans les voitures, applaudissaient ces milliers de gosses de 14 à 18 ans qui les saluaient en retour, joyeux, euphoriques, idéalistes, certains que ce joli mois de mai révolutionnerait leur vie pour toujours. D'autres manifestations se produisirent les semaines suivantes à Paris et dans l'Hexagone, plus ou moins bon enfant ou violentes. Jean Christian participa à la nuit d'émeute du 10 au 11 mai, que les récits qualifieront de nuit des barricades. De 5 ans son cadet et interdit de manif du soir, j'écoutais dans ma chambre Jacques Paoli sur Europe numéro 1 commenter en direct les combats entre les étudiants et les CRS, laissant traîner le micro pour diffuser les bruits insolites d'un quartier latin en état d'insurrection. À la maison, inutile de préciser qu'il n'était pas question de défendre les policiers. Entre deux protestations de ses fils, Claude voulut nous expliquer pourquoi le pire allait être évité. 1. Les CRS sont des pères de famille dont les enfants se trouvent parmi les manifestants. 2. Le préfet de police Grimaud s'est entouré intelligemment de commissaires divisionnaires dont de nombreux francs-maçons favorables à l'évolution nécessaire de la société. L'un d'eux était dans la même loge que Claude. 3. Les frères des loges jouent un rôle modérateur entre les manifestants et la police. 4. Dans l'abondance des apostrophes. Affiches sur les événements figure celle du Grand Orient de France qui déclare se placer du côté des jeunes et des travailleurs. La France s'ennuie, écrivait Pierre Viançon-Pontet dans Le Monde du 15 mars 1968, article prémonitoire des contestations à venir. Peace and Love lui renvoyait en écho la jeunesse étudiante d'abord, les travailleurs ensuite. Tous lui donnèrent raison, révoltés par la société fermée qui leur était proposée ou par la guerre génocidaire du Vietnam. Il est interdit d'interdire, affiché sur la façade des immeubles m'enchanta à l'époque et me parle toujours. Les affiches de mai 68 sont décollées des murs depuis longtemps, mais les slogans restent bien ancrés chez ceux qui ont vécu ces événements. Ils sont les termes fondateurs de ma raison critique. Vous qui n'étiez pas né dans les années 1950, vous n'imaginez pas à quel point les années 1960 pesaient sur une société à bout de souffle. N'en déplaise aux Cassandres, il y a bien eu un avant et un après mai 68 concernant le quotidien des Français, même si les lois de la pesanteur tendent à freiner l'évolution par le va-et-vient naturel du balancier de l'histoire. Les rapports parents-enfants avaient énormément changé autour de la table familiale. Mon frère et moi, nous nous mêlions désormais aux conversations en donnant spontanément notre opinion avec le culot de la jeunesse. Intarissables sur tous les sujets, nous n'hésitions pas à contredire les invités occasionnels. Une autre de mes rencontres avec les francs-maçons, pas encore avec la franc-maçonnerie, eut lieu début juillet à l'occasion de la fête annuelle de la loge de Claude. Les membres de la famille et leurs proches étaient conviés en région parisienne à venir partager le pique-nique de l'amitié. Mais avant de déjeuner, les frères du chantier des égaux nous avaient réunis dans un hémicycle en plein air pour réfléchir sur l'enseignement public de demain. Thème ô combien explosif si proche des mouvements récents. Le lieu était unique, magique dirions-nous aujourd'hui, au sein d'un parc immense dessiné sous Louis XV, orné d'arbres 2 fois centenaires pour certains. C'était comme si nous évoluions dans un tableau bucolique,
Un paysage parsemé d'architecture végétale ou minérale parmi lesquelles des bosquets et des allées à la française, des statues érigées çà et là, des étendues de fleurs multicolores et de roses odorantes. D'une grotte artificielle sortait l'eau en cascade qui s'écoulait sous des ponts exotiques. Au bout de la perspective, une pagode chinoise anachronique aiguisait la curiosité. Dans cet univers naturaliste et après être passé entre deux colonnes majestueuses représentant l'homme et la femme dans leur nudité, nous avions pris place sur les gradins d'une structure étonnante. Un amphithéâtre de forme étirée en pierre meulière, baigné de soleil sous un ciel bleu immaculé. L'été était vraiment au rendez-vous. C'était un temple dédié à la nature, cher à Baudelaire, où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. Question-parole. L'auditoire fut servi. Après avoir écouté la conférence de l'expert de service nous développer les méthodes et les techniques pédagogiques, et conclure sur sa confiance en l'avenir pour l'éducation, le président donna la parole à ceux de l'assistance qui souhaitaient compléter les propos du conférencier. Une femme souhaitait intervenir, se leva, se présenta. Institutrice à la retraite, coiffée d'un chignon blanc-violet, vêtue d'un ensemble sombre sans fantaisie, des binocles sur le nez, elle ressemblait à la tartine de la bande dessinée de mon enfance, en moins extravertie. Elle brossa le tableau des récentes révoltes étudiantes en minimisant leur portée, plaida pour le retour d'un strict enseignement hiérarchique et contre la mixité à l'école. De Gaulle avait trouvé son maître, sa maîtresse plus précisément. L'intervention de la vieille dame, que je pris comme une insulte personnelle, et la chaleur estivale m'agacèrent à un point tel que mes parents avaient renoncé à me calmer. Chaud bouillant, la main nerveusement levée pour demander la parole, on apprend vite les codes du groupe auquel on est mêlé dans ces cas-là. Je sentis Claude et Evelyne se liquéfier, s'arrondir en se penchant en avant et se faire tout petits pour qu'on les oublie, fermer les yeux et prier sans trop savoir qui ou quoi, mais surtout désireux d'en finir rapidement en se pinçant le nez comme on prendrait une cuillerée d'huile de foie de morue. Adrénaline, également appelée épinéphrine, hormone sécrétée par les glandes surrénales, qui accélère le rythme cardiaque, augmente la pression artérielle et dilate les bronches. La notice ne dit pas clairement que la substance peut nous détruire ou nous sauver. Qui n'a jamais senti son cœur battre la chamade, sa voix se tordre au premier son ou sa respiration s'emballer? L'adrénaline préside à nos moments intimes qui font le sel de la vie, selon l'expression reprise par l'anthropologue François Héritier. Les indices physiologiques, dus à mes sécrétions d'hormones, avaient dû s'additionner ce dimanche de juillet 1968 quand je fondis sur cette pauvre femme en démontant point par point ses propos débiles. Je compris que je disais tout haut ce que la majorité des présents pensaient tout bas. Les têtes approuvaient sans équivoque des paroles pourtant maladroites. Ma tension cardiovasculaire avait dû battre des records quand je repris ma place. Claude et Evelyne se redressèrent lentement sur leur postérieur, rehaussant la tête, balayant du regard les amis, se retournant même vers les gradins supérieurs afin que chacun comprenne, c'est notre fils. Les règles du débat interdisaient tout dialogue entre les intervenants. La confrontation avec l'enseignante s'arrêta là, et me fit définitivement prendre la mesure qu'on peut convaincre par l'éloquence. Le pouvoir des mots attire au moins l'attention, au mieux l'approbation du public, même si cela comporte des risques qu'il faut assumer. Délégué de classe depuis la 6e et porte-parole des 3e en mai, les occasions n'avaient pas manqué de parler au nom de l'intérêt général. Mais aujourd'hui, dans ce cadre exceptionnel, en présence des parents et des amis, j'étais intervenu pour moi, non pour les autres, dévoilant devant tout le monde mes lacunes mais en développant mon opinion, la mienne. C'était la première fois. Durant le pique-nique, de nombreuses connaissances félicitèrent les Marcos et l'à propos de l'enfant prodige. Tu as bien fait de fermer le clapet de cette vieille taupe. Tu es bien le fils de ton père, me disait-elle. Des encouragements sympathiques, mais qui mettaient en évidence le constat général peu glorieux suivant. Parmi les participants à la fête familiale, pourquoi se leva seul un jeune homme de 15 ans pour contredire cette pédagogue d'une époque révolue? Tout collectif génère sa majorité silencieuse qui penche tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, sans plus d'explication. Pourquoi demeure-t-elle muette au lieu de parler? Pourquoi fait-elle connaître son opinion quand il est trop tard? La bêtise, la peur, l'ignorance, l'indifférence ou simplement la paresse seraient-elles les moteurs de la passivité? Plus grave,
Serait-elle à l'origine de la montée des fascismes des années 1930 et de la collaboration avec l'Allemagne nazie? Toutes ces questions, je me les suis posées dès mon adolescence, et toujours pas de réponse 50 ans plus tard, malgré mes petites histoires personnelles où se mêle aussi la grande avec un grand H. C'est le moteur de mon récit. La tragédie et la comédie sont le fondement de la vie, la poésie son opéra. L'année érotique chantée par Gainsbourg et Birkin fut celle de ma découverte des poètes symbolistes du XIXe siècle. Baudelaire, Lautréamont, Mallarmé, Rimbaud ou Verlaine, classés par ordre alphabétique, animaient mon univers poétique. J'étais fan. Comment ne pas s'identifier à ces génies quand on a bientôt 17 ans? Comment ne pas se laisser embarquer sur le bateau ivre de tous les possibles? L'assemblage des mots, la profondeur des phrases, leur sens infini, leur sonorité, leur rythme nourrissaient mes rêves et mes fantasmes. Léo Ferré fut leur génial interprète et sera mon idole à jamais. Son œuvre poétique qu'il composera en 10 ans, mettait en musique une centaine de textes étourdissants et autant de promesses. Sous les pavés la plage, ce cri affiché les nuits de barricade résumait à lui seul l'artiste engagé que j'applaudissais sur scène ou que j'écoutais sur mon électrophone, le poète immortel que j'admirais comme j'admirais mes confidents symbolistes du siècle passé. Tours. Malgré sa profession chronophage, l'engagement de Claude en maçonnerie était total depuis 15 ans. Vénérable et vénérable d'honneur de sa loge, président du Congrès des loges de Paris et de la région parisienne, une région en 1967, 5 en 2017, et collaborant au bulletin du Centre de documentation du Grand Orient de France, puis à la revue Humanisme avec son ami Daniel Beresniak. L'accumulation de ses responsabilités familiales, professionnelles et maçonniques fut la cause du coup dur qui le frappa en plein cœur à son bureau, un matin comme les autres, et le laissa à terre plusieurs mois. Quand mon père fut en état de reprendre le travail, les médecins lui conseillèrent la vie moins stressante de province. Il s'y conforma. La famille allait bientôt emménager à Tours. Né à Paris et parisien jusqu'au bout des ongles, les deux frangins n'avaient jamais pensé vivre un jour dans une autre ville, sans embouteillage, sans métro, sans le Ménilmontant de leur enfance, sans l'empreinte du baron Haussmann. Jean-Christian partit faire son service militaire à Neustadt en Allemagne. Je suivis Claude et Evelyne à Tours en traînant les pieds. Nous avions envisagé un temps la pension mais mon lycée n'était pas aménagé pour. Changer d'établissement dans la capitale présentait plus d'inconvénients que d'accompagner les parents. Evelyne, toujours à l'aise, récemment confrontée aux problèmes de santé de son mari en prenant en charge sa famille à elle seule pendant 6 mois, se projetait dans son nouveau monde avec philosophie. Je devins tourangeau le 9 juillet 1969. Le choc. La cité aux 3 tours présentait ses plus beaux atours aux nouveaux arrivants. Au bas des coteaux calcaires érodés, 2 scarifications naturelles, la Loire et le Cher, traversaient la ville d'est en ouest et la marquaient pour l'éternité. Je contemplais du pont de pierre, les îles arborées du fleuve, les plages, le sable et les couleurs du ciel. L'œuvre ligérienne d'Olivier Debré s'expliquait d'elle-même. Malgré les eaux tumultueuses, les oiseaux marins venaient s'y poser et s'abriter par gros temps en partageant l'espace avec la faune endémique. Tours n'était pas Paris. Néanmoins la croisée des voies à angle droit, les boulevards ombragés et les ruelles balsaciennes que l'écrivain avait foulées de son vivant, m'aidèrent à oublier peu à peu la capitale. Les châteaux et les jardins alentour, les roses odorantes chantées par Ronsard, les maisons troglodytes décrites par Balzac dans La femme de 30 ans, tout concourait à attester l'unicité de la Touraine et à l'aimer. J'habitais désormais le jardin de la France. La région, paraît-il, où se parle le français le plus pur? À la vérité, en 50 ans de présence, je n'ai jamais rencontré un autochtone s'exprimer à la perfection pour le confirmer. Devenu un provincial comme un autre, je pouvais à mon tour taquiner les Parisiens en les traitant de parigots tête de veau, ou de Parisiens tête de chien, une litanie dont mes copains auvergnats affublaient les parigots qui passaient leurs vacances en Haute-Loire. Un article de la Nouvelle République me consacrera bien plus tard un article intitulé « Un Tourangeau numéro 2 du Grand Orient ». La presse, Aragon, Ferré confirmait que mes soleils parisiens étaient bel et bien révolus. Où étiez-vous la nuit du 20 juillet 1969 quand Armstrong lève les yeux vers l'espace et scrute au loin la Terre avec la distance qu'aucun homme ne prit avant lui? À cette époque, je suis en vacances à Brioude, en Auvergne, avec ma petite amie.
Près de 400 000 km nous séparent de l'équipage d'Apollo 11. Neil est inquiet, non de la mission qu'il va accomplir jusqu'au bout avec Collins et Aldrin, cela ne fait aucun doute, mais de cette petite boule bleue suspendue dans le noir, une miniature si fragile, sur laquelle repose l'humanité. Le grand pas qu'Armstrong vient de lui dédier est sans précédent dans l'histoire. Les images de notre planète vues depuis son satellite naturel sont révolutionnaires et bouleversent les consciences. Certes, Pierrot peut bien se balancer à califourchon sur son croissant de lune, mais sur Terre, l'avenir de l'espèce humaine se remet désormais à la qualité de l'atmosphère qui l'enveloppe. Les hommes le savaient déjà en théorie, mais en pratique ils devront désormais prendre en compte leur environnement pour maîtriser leur destin. Sinon, c'est dans l'œil des terriens qu'une capsule mortifère lancée depuis la Lune pourrait bien un jour se planter. Du Méliès à rebours en quelque sorte, plus proche de la réalité que de la fiction. Jules Verne ou Hergé n'auraient jamais imaginé un tel scénario. Ce sont ces événements exceptionnels, sans équivoque, comme l'assassinat de JFK ou l'effondrement des Twin Towers, qui marquent à jamais la mémoire de plusieurs générations de terriens. Pourtant, de cet été 1969 je suis incapable de dire qui du premier homme sur la Lune ou de mes premières vacances sans les parents fut le fait le plus marquant de mes 16 ans. En septembre, j'entrais en première D à Grandmont, le plus grand lycée de France, une ville dans la ville regroupant près de 5000 élèves. L'ensemble était scindé en deux zones, nord et sud, reliées par un tunnel, au nord l'enseignement général, au sud le technique. Je m'étais résolu à dire adieu aux amis du quartier Gambetta, à tirer un trait sur les copains de Voltaire, à ranger dans le placard le ballon de basket et mon masque d'escrime. Les jeux complices et joyeux appartenaient désormais au passé. À la vérité, j'ai failli ne jamais franchir la grille d'entrée de Grandmont, car le proviseur charpentier s'opposait formellement à la présence d'un élève du lycée Voltaire à la réputation sulfureuse. Bref, j'étais sur la liste rouge des transferts. Mon père activa ses contacts maçonniques, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours notamment qui fit plier in extremis le chef d'établissement Retors. Délégué des élèves de la zone nord, je siégeais en leur nom au conseil d'administration avec voix délibérative. Les motifs de confrontation avec cet homme intellectuellement malhonnête ne manquèrent pas jusqu'au bac. Outre les réunions formelles, le proviseur me convoquait fréquemment par l'intermédiaire du censeur qui venait me chercher en classe, un peu gêné par l'attitude de son supérieur envers moi. Nos échanges étaient tantôt intelligents, nous devisions aimablement sur la jeunesse ou sur la société, tantôt cruels quand je sentais que je devais rester sur mes gardes pour ne pas tomber dans les pièges qu'il me tendait. Le journal des lycéens dont je m'occupais était un sujet récurrent de nos discordes. Les articles passaient sous les fourches codines de son subalterne, le censeur, le bien nommé, le proviseur ne découvrant le contenu qu'une fois le produit fini. Il fallait sans cesse que je lui donne des explications sur un article, une caricature, une expression ou un substantif, sans jamais connaître réellement sa pensée en retour. Il s'arrêta longuement sur le portrait que j'avais rédigé sur le maire de Tours, Jean Royer, après qu'il m'ait reçu à l'hôtel de ville. Siégeant sans étiquette à l'Assemblée nationale, le député conservateur se voyait bien ministre de l'urbanisme, qu'il ne sera jamais, après avoir révolutionné l'architecture de sa ville par des chantiers pourtant controversés. Ancien instituteur et professeur de collège avant de faire carrière en politique, je lui avais préparé des questions portant essentiellement sur l'enseignement d'après mai 68. Mais ses préoccupations étaient ailleurs. Notre entretien se situait 48 heures après son passage dans l'émission télévisée à armes égales du 13 décembre 1971, dont toute la France parlait. Voici pourquoi. Maurice Clavel et lui étaient invités à débattre pendant 90 minutes sur la première chaîne de l'ORTF, où la censure venait de se relâcher momentanément. À ma gauche, Maurice Clavel, journaliste catholique d'extrême gauche estimant mai 68 comme un immense jaillissement de la parole. À ma droite, Jean Royer affublé du sobriquet de Père la pudeur à cause de ses propos et de ses actes réactionnaires. Dans la première partie de l'émission, intitulée Face à face, chacun des débatteurs présentait son film de quelques minutes. Celui du maire insistait sur le nouvel urbanisme de sa ville, sur un retour à l'ordre moral et sur l'importance de la famille. Celui du journaliste étonné par un souffle nouveau traversant le petit écran. Son film à peine diffusé,
Maurice Clavel accusa les responsables de la chaîne d'avoir censuré un mot uniquement, mais un mot significatif, puis, se levant, lança en direct devant 11 millions de téléspectateurs « Messieurs les censeurs, bonsoir », et quitta brusquement le plateau. L'équipe de l'émission et le contradicteur d'un soir en restèrent comme deux ronds de flanc. L'attaque violente et le départ impromptu de Maurice Clavel obligèrent la première chaîne d'État à modifier ses programmes au maximum de son audience. Dans l'interview qu'il m'accorda 2 jours plus tard, Jean Royer me vanta son film, admettant avoir été surpris par la sortie de Clavel qui transforma finalement son face-à-face en face-à-dos. Un trait d'humour que je ne lui connaissais pas, et qui eut l'avantage d'adoucir son portrait signé de ma main dans le journal des lycéens. Cette même année, le lycée fut bloqué par un mouvement de grève sans précédent des élèves du second cycle, du Nord et du Sud. Ils revendiquaient des droits qu'on leur avait refusés en 1968. Mon homologue délégué du technique et moi, nous nous retrouvions en première ligne pour négocier avec l'administration. Les censeurs des 2 zones nous apportèrent leur soutien. Je vous laisse deviner qui céda de guerre lasse aux pressions de toutes parts. Ma scolarité dans le secondaire à Tours se termina plus sereinement qu'elle avait commencé. Les cadets. Les élèves de la classe de première, la mienne désormais, se connaissaient depuis la 6e, à quelques exceptions près. Malgré la réputation de rebelle dont on m'affublait et l'inconvénient de ne connaître personne en arrivant, tous m'adoptèrent rapidement et m'élurent comme délégué. Quand il apprit mon élection, le proviseur dut s'étrangler, et quand tous les délégués de classe d'enseignement général me désignèrent leurs représentants au conseil d'administration du lycée, je suppose que le bonhomme faillit s'étouffer. En cours, j'étais à côté de Michel. Les parents et nous devînmes rapidement amis. S'instaura entre lui et moi une complicité que 50 années n'ont altérée en rien. Il me fit partager sa passion pour l'archéologie. Nous participâmes à 3 campagnes de fouilles gallo-romaines pendant nos vacances d'été dans la Nièvre, où je découvris une science humaine et sociale qui recouvre énormément de disciplines. Je fis la connaissance du directeur régional des antiquités historiques de Bourgogne, Jean-Bernard de Vosges, un homme captivant qui nous parlait avec simplicité des incidences historiques de la guerre des Gaules à partir d'un simple tesson de céramique sigillé. Un savant pédagogue dont les leçons nous ouvraient des mondes inconnus jusque-là. Poursuivre des études universitaires en archéologie me tenta un temps, car elle semblait répondre à ce qui me définissait alors. Un jeune homme se situant à mi-chemin entre le raisonnement scientifique et la démarche littéraire. La suite fit pencher la balance vers les sciences, sans effacer pour autant mon intérêt pour les mots. L'année de notre emménagement, mon père se rapprocha de la loge Les Démophiles, l'unique représentante du Grand Orient de France à Tours. Il finit par la rejoindre l'année suivante. L'atelier devait traverser un sérieux trou d'air, car on lui proposa rapidement de le diriger. Il refusa malgré son expérience parisienne, jugeant que sa qualité de nouvel arrivant lui interdisait de se mêler de questions tourangelles antérieures. En septembre de la même année, Martine, la fille d'un frère de la loge, me contacta pour l'aider à mettre en place un cercle de cadets. Elle avait passé 3 semaines formidables en colonie de vacances à Arfeuil, près de Vichy. L'Union des jeunes maçons Clarté rassemblait tous les ans depuis des décennies plusieurs centaines d'enfants de francs-maçons français et étrangers. Martine en revenait enchantée avec des images plein la tête et des rencontres inoubliables. Dans une ambiance estivale et festive, elle avait bénéficié d'une sorte de programme Erasmus bien avant qu'il existe, dont les valeurs laïques et de solidarité animaient les journées. Nous avions 17 ans Martine et moi, et du dynamisme à revendre. Aussi, l'idée de rassembler des enfants de maçons à Tours nous paraissait réalisable et pleine de promesses. Seraient concernés des fils et des filles de 16 à 25 ans, disposés à se retrouver régulièrement pour échanger sur des sujets sociétaux ou philosophiques de leur choix. La seule condition pour y participer, avoir un lien de parenté au premier ou au second degré avec un maçon, quelle que soit la loge ou l'obédience d'appartenance. Ma rencontre avec Martine eut lieu dans l'appartement de fonction du directeur du collège François Rabelais qu'occupait sa famille. Son père, Jacques, présidait les Démophiles et devait avec le mien nous faciliter la tâche. Ils contactèrent les maçons tourangeaux et chinonnais, en parrainant notre courrier qui donnait rendez-vous aux parents et enfants.
La démarche rassembla des dizaines de participants dans le grand temple de la rue Courteline. Quand tout fut dit, 15 filles et fils de maçons étaient partants. Constitué en association loi 1901, le cercle de cadets de Tours prit le nom d'Acacia qui adhéra à l'association des cercles d'enfants de francs-maçons français, ACEF, elle-même adhérente de l'Union internationale des enfants de francs-maçons, UIEF. Si les cadets français se comptaient par dizaines, 200 environ, les cadets belges étaient plusieurs centaines car les modalités d'admission différaient de part et d'autre de la frontière. Dans cette seconde moitié du XXe siècle, la maçonnerie belge perpétuait la tradition séculaire d'adopter les enfants des frères ou des sœurs, leur reconnaissant les qualités de l'automne dans la langue de Shakespeare ou de Louveteau dans celle de Molière. En cas de défaillance des parents, la loge se chargeait en tout ou partie du devenir de l'enfant. Ainsi reconnu, il était invité à rejoindre les cercles des cadets belges. En France, malgré des pratiques tombant peu à peu en désuétude, les maçons tourangeaux restèrent longtemps fidèles aux usages ancestraux de l'adoption, aux démophiles notamment. Les décors de l'automne du petit Charles Bournay, adopté le 8 novembre 1868 à l'âge de 3 ans et demi par la loge, ont traversé... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.